Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce 8e épisode de Sapristi. La semaine dernière, je suis tombé sur le Facebook d'une fille que je n'avais pas vue depuis longtemps. Alors, un peu curieux par nature, je regarde son mur et je vois qu'elle a posté un lien vers son compte Vinted. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais dans mon ennui, j'ai cliqué et j'ai regardé ce qu'elle avait en vente. Et là, je me suis retrouvé face à un constat. Tout était très peu cher, semblait de qualité assez cheap, mais en revanche, le design était beaucoup plus travaillé que ce qu'on aurait eu sur des vêtements hommes de cette gamme de prix. Mais en fait, ça c'est pas un secret, les exigences du marché féminin sont différentes. Comme le montre cette infographie de 2014, on sait déjà depuis un certain temps que les femmes achètent plus de fringues. Non seulement le budget qu'elles y consacrent est en moyenne plus élevé, mais toute proportion gardée, le nombre d'actes d'achat est plus haut pour un même budget. En d'autres termes, le prix moyen d'un vêtement ou accessoire de mode acheté par une femme est plus faible que celui d'un homme, mais il est acheté en nettement plus grande quantité. Et donc ça tend plutôt à confirmer le constat empirique selon lequel les vêtements femmes priorisent un peu plus le design que la qualité. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai une idée, sapristi numéro 8, pourquoi la mode homme est-elle différente de la mode femme? Dans la façon dont j'ai nommé la vidéo, tu peux déduire deux choses. Premièrement, que je tourne la question de façon à ce qu'on s'intéresse à la mode homme avant tout, car c'est là notre sujet. On va s'aider de la mode femme pour définir la mode homme à travers ce qui les sépare. Et deuxièmement, tu remarqueras que je ne demande pas en quoi la mode homme et la mode femme sont différentes, mais pourquoi, c'est-à-dire quelles sont ces différences de conception des choses qui ont mené à des différences de comportement de consommation. Bref, on va commencer par parler de ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il est admis qu'acheter en plus grande quantité en faisant la part belle à l'esthétisme est un comportement plutôt féminin que masculin? Le besoin d'esthétisme et de variété. Si un jour tu es devenu un passionné de sap, tu as sûrement remarqué que, tôt ou tard, tu as eu besoin de plus de fringues que ce qui était absolument nécessaire dans une garde-robe purement fonctionnelle. Que ce n'est plus qu'une histoire d'achat pratique, de « il me manque un jean » ou de « il me faut un deuxième pull ». Tu remarques qu'il y a un plus, une autre raison qui fait que tu as envie de fringues. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'avant d'être passionné, ta recherche était avant tout fonctionnelle. Tu avais besoin de vêtements pour ne pas être tout nu, éventuellement te valoriser, t'intégrer dans un milieu social, peut-être séduire, mais c'est tout. Or, ce truc en plus, ce nouveau besoin vestimentaire qui se détache d'un besoin purement fonctionnel, c'est en fait un besoin d'esthétisme et un besoin de variété. Attention, il ne s'agit pas non plus de refaire ta garde-robe tous les mois, qu'on s'entende. Il s'agit seulement de posséder suffisamment de belles pièces pour créer de nombreuses combinaisons qui te satisferont esthétiquement et que tu pourras alterner entre elles afin qu'elles ne te lassent pas. Mais tu as peut-être aussi remarqué que le jour où tu as commencé à avoir ce besoin, tu as pu recevoir des réactions mitigées, voire moqueuses de la part de ton entourage. Car encore aujourd'hui, un mec vraiment passionné de sap, ça peut paraître un peu incongru. Alors que pour une femme, il est beaucoup plus admis qu'elle s'achète une pièce pour son potentiel esthétique avant tout. Tandis que l'homme, lui, même quand il est passionné, il se sent toujours un peu obligé de justifier une tenue, par une occasion, un besoin, bref, une fonction. Ah non, mais j'achète cette 4e chemise bleue, mais c'est parce qu'elle a un col button-down habillé, pour les cas où j'ai mariage, mais que le mariage est pas trop formel, mais qu'il est quand même un peu élégant. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc à partir de ce constat, il y a des gens, de plus en plus nombreux, on sait pas trop quand ou comment, qui se sont mis à faire l'amalgame, vouloir plein de belles fringues, c'est avant tout un comportement pour les femmes. Soyons sérieux quand même. Tiens, si tu regardes dans un dictionnaire et que tu cherches le mot esthète, tu verras que c'était originairement un terme péjoratif qui visait la superficialité d'un homme et son amour pour la forme, pour la beauté, plutôt que pour le fond, pour les trucs sérieux quoi, les trucs de bonhomme. D'ailleurs, une fois j'ai reçu une réponse à notre newsletter Bonne Gueule d'un monsieur qui paraissait assez vieux, en tout cas à sa façon d'écrire, et qui nous disait « Vous avez pas honte de faire autant d'histoires pour des torchons ?» Alors, quand quelqu'un dit torchon pour parler de vêtements, tu peux déjà deviner un peu sa façon de voir les choses, tu vois. Les torchons, la cuisine, les femmes, les hommes, voilà. Bref, même si ça tend à évoluer, je trouve qu'encore aujourd'hui, le style masculin est grandement défini par sa manière de n'assumer qu'à moitié sa coquetterie et ça m'emmène d'ailleurs au point suivant. Le rapport à la coquetterie. Et oui, tu entendras beaucoup et souvent qu'un homme élégant, c'est un homme qui sait en faire ni trop peu. Comme le dit ce détournement classique qu'est la classe à l'américaine. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde. Je t'arrête tout de suite.
La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine, Alaya, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Alors oui, c'est un exemple parodique et c'est de l'humour, mais je pense que si cette réplique est devenue culte aussi facilement, c'est parce qu'elle nous conforte au fond dans un avis qui est communément répandu dans nos mœurs et nos cultures. Un homme élégant, ce n'est pas un homme coquet. Et d'ailleurs, ce qu'on reproche souvent à ces hommes coquets, c'est d'être trop apprêté. Je rappelle que le mot apprêté vient du mot prêt, c'est-à-dire être préparé. Ce qu'on reproche à l'homme qui s'habille trop, c'est donc d'avoir fait trop exprès, d'avoir trop calculé. A l'inverse, on dira facilement d'une femme qu'elle est bien apprêtée. Et la préparation, l'envie de paraître belle, l'intention est perçue comme positive. On l'accepte chez elle comme quelque chose qui va de soi. Alors moi je trouve ça assez drôle si tu veux, parce que souvent les gens qui ont ces débats, c'est des amateurs de sap qui passent leur journée à se demander comment s'habiller. Mais bon, que veux-tu, les êtres humains sont des créatures de contradiction. Alors je vais pas non plus m'attarder dessus, mais petit rappel au passage que souvent, à travers l'histoire, les hommes parmi les plus puissants étaient aussi les plus apprêtés, ou du moins les plus décorés. Genre Louis XIV quoi, pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Mais si tu comprends cette contradiction, alors peut-être que tu as déjà tout compris. Parce que selon moi, tout ce que je vais dire dans la vidéo découle de ça. C'est par exemple de cette contradiction, qui est au cœur de l'idée même d'un style masculin, que naissent des concepts tels que la sprezzatura italienne, qui met en scène tout un art de ne pas avoir l'air d'avoir fait exprès, tout en ayant en réalité fait totalement exprès d'avoir fait quelque chose de plus. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi, malgré cette règle tacite, les hommes, quand ils se retrouvent entourés d'autres hommes qui font attention à leur style, l'assument beaucoup plus facilement ? Parce que tout le monde est au courant de la supercherie. Parce qu'ils savent tous que tout le monde est en train de faire semblant de ne pas faire exprès. Et du coup, ça sert plus à rien. Autant y aller à fond. Et là, du coup, tu comprends pourquoi les tenues au Pitti Uomo ou dans une Fashion Week, par exemple, sont aussi décomplexées dans leur niveau de surcharge esthétique. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Parce que tu sors de ton environnement habituel, de ton cercle d'amis, de ta famille, de ton travail, et tu arrives dans cette espèce de mini-monde où la règle tacite selon laquelle il faut pas trop qu'on voit que t'as envie de faire le beau gosse, mon gars, est totalement brisée. Et là, d'un coup, le paradigme s'inverse. Toi qui en fais toujours ni trop ni trop peu, juste comme il faut, tu n'es plus tellement remarqué pour ton élégance understated, comme le disent les anglophones. Non, tu deviens presque ce type un peu coincé que personne ne voit au milieu de cette farandole d'hommes audacieux. Une audace appliquée avec plus ou moins de talent, évidemment, c'est pas la question. Ce qui t'explique aussi en fait les réactions amusées, voire même parfois au bord de l'agressivité, des gens qui voient ces événements pour la première fois. En fait, quand un homme qui voit des photos du Pitti par exemple pour la première fois te dit « Qu'est-ce que c'est que ces bouffons bariolés? Ils sont ridicules, c'est tout à fait clownesque ». En réalité, il dit aussi tout bas « Comment se fait-il que ces hommes n'aient pas à respecter la convenance de la coquetterie dissimulée ?» Et peut-être même que si on creuse un petit peu plus, certains disent à demi-mot « Mais pourquoi eux ils peuvent et pas moi ?» Bref, je pense qu'on tient là une des raisons pour lesquelles le sujet du style peut être assez sensible à aborder pour l'homme. C'est un numéro d'équilibrisme constant et la société nous juge assez sévèrement si on se loupe. La coquetterie selon les pays. Tiens, tout à l'heure j'ai parlé assez rapidement de la sprezzatura des Italiens. Eh bien, ça me donne l'occasion de prendre mon pays d'origine comme exemple, l'Italie, de le comparer à l'Angleterre et à la France et de voir cette problématique de la coquetterie sous un angle un peu plus international. Parce que oui, même si quand je mentionne cette idée de coquetterie à demi assumée, je pense qu'on tient là un phénomène assez mondial, du moins de ce que moi j'en sais, je pense aussi qu'il s'applique de façon assez différente et pas avec la même intensité selon les cultures. Les Italiens sont par exemple connus pour une certaine exubérance décomplexée, et mon expérience me laisse penser qu'ils ont, de nos jours, beaucoup moins de questionnements vis-à-vis de cette coquetterie que les Français, ou du moins vis-à-vis du fait de la montrer. A l'inverse, du côté des Anglais, je ne te raconte même pas à quel point leur culture de l'élégance classique est pétrie de suggestions sur l'apparence de sobriété que se doit de dégager un homme. Juste pour te donner une idée, j'ai entendu dire que jadis, du temps des aristocrates anglais, l'élégance classique voulait qu'on ne porte jamais de vêtements neufs car elle trahissait une forme de prétention sociale. À vrai dire, ça faisait un peu nouveau riche à leurs yeux, si bien qu'ils prêtaient même leurs vêtements à des domestiques pour qu'ils soient un peu usés avant qu'ils puissent les porter. Et en France alors, on se situe où par rapport à tout ça ? Eh bien pour moi, on est à la fois entre nos cousins les Italiens et nos cousins les Anglais.
D'un côté, comme les Anglais, on n'aime pas trop l'exubérance et on tient à cette impression de ne pas avoir l'air d'en avoir trop fait. Et de l'autre, comme nos cousins les Italiens, on aime bien être remarqué et on aime bien se distinguer. Du coup, si je devais classer ces trois grandes cultures vestimentaires européennes par ordre de coquetterie assumée, je dirais que c'est l'Italie, la France, l'Angleterre. Il y a quand même un truc assez curieux au sujet de l'exubérance des hommes italiens, c'est que on pourrait croire, au vu de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, qu'elle dépend un peu du niveau d'égalité des mœurs entre les hommes et les femmes au sein d'un pays. Or, de ce que je sais de l'Italie, c'est pas tellement le cas. Donc, c'est probablement que ça n'a aucun rapport. C'est simplement, je pense, pour des raisons historiques qui m'échappent encore, que les Italiens ne sont pas autant passés par une période historique où la culture décrétait qu'un homme avait à se justifier de son envie de paraître. Alors, depuis tout à l'heure, je te parle de pays comme si c'était des ensembles homogènes, mais c'est pour simplifier, parce que en Italie aussi, ils ont des gens pour critiquer ces petits fighetti de Milanais, de la même façon qu'en France, on a des gens qui sont fatigués par ces Parisiens trop soucieux de leur style. Et puis les Anglais, c'est pas que des lords en costume, c'est aussi le pays qui a inventé la culture punk. Donc bon, il faut comparer des environnements comparables. Et il faut jamais oublier que les amateurs de style d'un pays ne sont pas représentatifs de tout le pays. Ok Nicolo, tout ça a du sens, mais il y a quand même un truc qui me chiffonne. On va pas dire que les hommes ne cherchent pas aussi des beaux vêtements et des beaux designs. Ok, ils veulent pas trop qu'on le sache, mais sur ça, les hommes et les femmes sont pareils, non? Ils veulent porter du beau. C'est très juste, même l'homme le plus soucieux de ne pas paraître trop apprêté va quand même préférer une fringue qu'il estime belle à une fringue qu'il estime moche. Par contre, tu te doutes que la différence réside plutôt dans la façon de décider de ce qui est beau ou non. Le détail fonctionnel masculin. Alors, c'est un code et je ne le justifie pas ni ne le condamne. Mais ce qui est souvent accepté comme beau sur un vêtement masculin, c'est des éléments de design qui s'auto-justifient par une fonction, encore une fois, ou au moins une apparence de fonction. Ainsi, l'homme va user à tort et à travers de poches redoublant d'inventivité dans leur forme géométrique pour faire preuve de subtilité, ou encore des boutons différents, différentes formes d'attache, des zips. Mais il va redouter les broderies florales par exemple. Puis alors, la première fois qu'il se met à porter des bagues, il a l'impression de franchir un grand pas. Ou même un foulard par exemple. On n'est pas aujourd'hui, tiens. Donc, le designer homme, pour trouver une nouvelle poche, un nouveau détail esthétique qui framouche, il va parcourir les archives de vêtements militaires, de vêtements de travail, de vêtements traditionnels. Et en fait, il va aller chercher dans l'histoire de tout ce qui a été utilitaire un jour, dans le vêtement, quelque chose d'esthétique, mais qui puisse justifier par un usage, une tradition, une fonction. Quand bien même cet usage, tradition ou fonction serait complètement révolu. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'en tant qu'homme, on est aussi sensible à l'histoire des vêtements. D'une part, c'est intéressant pour n'importe qui, disons-le, mais d'une autre, chez nous particulièrement, ça nous rassure sur la fonction de ce vêtement. Tout à coup, le perfecto n'est plus un vêtement bizarre avec un cuir noir brillant et du métal partout, mais il devient une veste de protection que mettaient les motards dans le temps. Et ça, ça nous fait sentir plus légitime à le porter. De même, les amateurs d'élégance traditionnelle adorent rappeler que le mouchoir de poche et la pochette ont été conçus pour le tendre à une dame qui en aurait eu besoin. Alors qu'à mon avis, dès l'invention de cette coutume, en fait, c'était déjà des hommes rusés qui avaient trouvé le moyen de faire les beaux gosses, et tout en se justifiant par une fonction. Bande de mythos, vous n'allez pas me la faire à moi, Ah oui, tu vois mes deux poches là, c'est parce que les aviateurs en 1940, ils en avaient besoin pour ranger leurs mains et les protéger du froid. J'ai une question à te poser. Premièrement, il est où ton avion là? Et deuxièmement, comment tu fais pour le piloter en ayant tes mains dans les poches? Laisse-moi tranquille, d'accord? Et c'est ainsi que, jusque dans la conception même de nos vêtements, on peut dresser un parallèle avec cette coquetterie dissimulée qu'on a vue depuis tout à l'heure. L'homme veut du beau dans ses vêtements, mais puisqu'il ne se sent pas tout à fait d'assumer qu'il veut du beau, alors il veut du beau qui se justifie par une fonctionnalité. Bref, ça fait un peu mal de l'admettre, mais la mode femme est tout simplement plus libre dans ses mœurs. Chez les femmes, on peut s'habiller avec des vêtements pour hommes, des vêtements grands, des vêtements trop grands, des vêtements serrés, pas trop serrés, courts, longs, jaunes, noirs, roses, bleus, verts. De nos jours, et depuis un bon nombre d'années déjà, ça ne fait ni chaud ni froid à personne. Ou du moins, c'est plus une question de goût ou de bon goût qu'une question de si c'est ok ou non pour une femme de faire ça. Du coup, quand tu te dis qu'un vêtement est féminin ou trop féminin pour toi, en fait, il est peut-être plus juste de le définir dans l'autre sens.
Par défaut, tous les vêtements peuvent être féminins et seuls ceux qui respectent une certaine liste de contraintes peuvent être masculins. C'est peut-être pour ça que la mode féminine reste considérée comme la plus noble des deux, ou du moins dans la haute couture, dans les défilés, ça reste celle qui laisse le plus grand terrain d'expression aux créatifs. Et en même temps, il y en a qui voient la mode masculine comme un endroit avec un plus grand challenge, parce qu'il y a plus de codes à bouleverser. Je vois quand même une exception à tout ça, un type de vêtement qui est vraiment rien qu'à nous, et je pense que tu le vois arriver à 100 km, le costume. Et oui, le costume a été pensé au départ pour l'homme exclusivement, et il n'est toujours pas devenu aujourd'hui quelque chose de très répandu chez la femme. À mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles il a toujours un pouvoir d'attrait aussi fascinant, pourquoi il porte autant de symboles, et pourquoi il est aussi attirant pour des hommes qui cherchent un moyen d'affirmer leur virilité. Salut à toi, jeune entrepreneur. Mais bon, en dehors du costume, cravate, chemise et tout latéral sartorial qui va avec, je vois pas trop ce qui nous reste de bien à nous. La salopette, les combinaisons. Originairement, c'est un truc de fermier et de mécano avec des grosses mains veineuses qui travaillent dans la sueur. Mais aujourd'hui, si tu en mets, tu vas sûrement avoir droit à un « ouais, c'est un truc de fille ». Et le foulard, à la base, c'est un truc de cow-boy, d'aviateur, d'aventurier. Mais aujourd'hui, si c'est un truc de fille. Tu vois, il me laisse même plus finir. En définitive, au moment où un vêtement perd sa fonctionnalité et devient oublié d'une époque, il commence à être perçu par défaut comme féminin par les hommes, quand bien même il aurait été porté surtout par des hommes par le passé. Et c'est comme ça. Conclusion! Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et comme le sujet était un peu spécial et sensible peut-être pour certains, je me dois quand même d'apporter quelques précisions pour la fin. L'analyse portée par cette vidéo ne représente peut-être pas l'exacte situation du marché de la mode et des mœurs sociales à un instant T dans ses moindres détails et nuances, mais plutôt une vision globale de ce que ce concepteur connaît du monde à travers une période de temps plus ou moins large. Autrement dit, je suis pleinement conscient que je ne donne pas une description exacte de la société d'aujourd'hui, que c'est différent selon les pays, que chaque individu est différent. Mais je tente de simplifier, de généraliser et de montrer ces phénomènes en trouvant leurs origines dans nos mœurs, nos croyances et notre histoire, sans, encore une fois, les justifier ou les condamner. Et comme tous les autres sapristis, cet épisode est conçu avant tout comme une invitation à la réflexion ouverte, sans aucune certitude absolue de ma part d'ailleurs. En d'autres termes, ces normes et ces coutumes qu'on a vues tout au long de la vidéo, t'en fais ce que tu veux. Tu te conformes pas, tu te conformes à moitié, tu trouves que c'est bien, pas bien. Moi je m'en fiche. Tout ce qui m'importe, c'est que ces règles implicites et ces mœurs te paraissent plus claires et qu'à un moment ou l'autre de la vidéo, tu te sois dit « Hé, mais c'est vrai ça !» Alors si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine. Salut!